Salut à tous et à toutes, Restez Focus volume 5. Donc encore une vidéo Restez Focus et pas de vidéo sur mes écoutes récentes. Là j'ai pris vraiment trop de retard voilà, par rapport à ce que j'ai pu chiner et tout ça. Et puis j'étais en train voilà, j'étais un peu concentré sur cette vidéo focus sur le heavy metal. Et les choses sont un peu précipitées entre guillemets puisque il y a un nouveau youtubeur en fait de la VC qui a sorti une vidéo hyper intéressante. Le compte s'appelle Le Collectionneur et il a fait une vidéo sur une collection de disques de heavy, voilà, de heavy metal qu'il a récemment récupéré. Et voilà, donc ça m'a conforté dans l'envie de faire ce focus sur le heavy metal. Et en fait je vais le faire par le prisme des bouquins, comme j'avais fait en fait sur une vidéo précédente. Donc on va se lancer direct. Le premier livre auquel dont je vais parler, c'est encore une encyclopédie comme sur la plupart des livres que je présente en fait dans ce type de vidéo. Là c'est une encyclopédie qui s'appelle The New Wave of British Heavy Metal Encyclopedia. Et donc ça a été édité en 2017 en fait sur Iron Pages Books. L'auteur c'est Malk McWilliam, donc qui semble être un anglais. Et donc la petite spécificité par rapport à Iron Pages Books, c'est que c'est globalement une maison d'édition allemande qui généralement fait des licences et des traductions en allemand de biographies ou de bouquins un peu résumés en fait sur des genres ou des scènes en fait au sein du metal ou du heavy ou même du death metal ou du black metal. Et ils ont quelques bouquins qui sont eux en anglais en fait. Et notamment celui-ci parce que c'est un peu une espèce de voilà, alors regardez l'épaisseur, c'est un peu une œuvre somme. A priori, Macmillan, là, l'auteur, c'est un gars qui bosse là-dessus depuis les années 90. Il avait sorti une première édition en 95, a priori à compte d'auteur, pour petit à petit faire des versions, des nouvelles éditions avec un petit peu plus de références, jusqu'à obtenir en fait cette espèce d'énorme pavé qui fait on va dire pratiquement une liste assez exhaustive de tout ce que la New Wave of British Heavy Metal est censé contenir. Alors, pour continuer, qu'est-ce que c'est que la New Wave of British Heavy Metal ? Je trouve ça un peu compliqué en fait de résumer ce terme parce que c'est presque un terme journalistique, c'est un peu comme on pourrait reprocher par exemple à un terme comme le krautrock en fait qui était un terme dépréciatif inventé de toutes pièces en fait par un journaliste anglais a priori je crois pour définir en fait de cette espèce de scène de Berlin ou allemande de l'époque. Et eux s'en sont plus ou moins emparés, certains l'ont rejeté, d'autres ont pris ce terme pour en faire une espèce de label à part entière, on va dire, sur leur scène. La New Wave of British Heavy Metal, c'est pas vraiment ça. Je pense que la plupart des groupes de l'époque, en fait, ne savaient même pas qu'ils faisaient partie de cette espèce de nouvelle vague. C'était, pour moi, tout simplement l'extension et une espèce de queue de comète de groupes qui à la fois se revendiquaient d'un héritage du hard rock des années 70 et en même temps voulaient revenir à une forme plus brute et moins ampoulée que pas mal en fait de grands noms du hard rock de l'époque comme Deep Purple ou voilà qui s'était mis à complexifier à outrance sa musique. Je parle pas des groupes de prog, mais vraiment voilà. Et c'était aussi un petit peu en parallèle de la scène punk de l'époque, donc aussi un phénomène venant exactement des mêmes points géographiques en fait de l'Angleterre de l'époque.
Et on y trouve en fait globalement dans cette scène de la New Wave of British Heavy Metal un état d'esprit très basique musicalement, mais également très près de l'os et très prol en fait, très prolétaire en fait dans la démographie des musiciens qui composent cette scène. Et, je trouve que ça s'entend dans la musique et dans l'approche. Les anglo-saxons diraient no nonsense. Voilà, vraiment, il n'y a pas de chichi, quoi, on dit en France. Et voilà, bon, pour vous, voilà, c'était une espèce de présentation un peu sommaire de ça. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite des disques que moi j'apparente à ça et qui sont en fait présents dans cette encyclopédie-là. Donc moi, on va commencer un peu pour moi avec ce que j'estime être un des meilleurs exemples de la New Wave of British Heavy Metal et un des meilleurs albums qui a été produit de cette scène-là. Et ce qui est intéressant, notamment avec Angel Witch, alors Angel Witch, c'est un groupe de Londres et qui est vraiment typiquement londonien en fait par rapport à son son. Ce qui est intéressant, c'est que récemment, il y a quelques années, il y a un LP de compilation de démos en fait qui est sorti et où il y a la majeure partie des titres qui apparaîtront en fait sur cet album d'Angel Witch qui est sorti en 1980. C'est des démos qui doivent dater de 3 ou 4 ans avant ça, et on est sur des versions beaucoup plus hard rock 70s que cet album qui a un côté vraiment heavy metal, quoi. Vraiment New Wave of British Heavy Metal typique. Et c'est marrant donc de voir ces évolutions entre la démo et ce produit-là un petit peu plus fini, un peu plus, on va dire, un peu plus dans l'air du temps des années 80. Voilà. On est très très loin du air metal et tout ça, on est vraiment proche d'un Maiden, quoi, et vraiment avec un sens de la composition et du hook, vraiment des refrains hyper catchy. Et je vous conseille vraiment d'écouter ça. Je vais essayer de pas faire trop long sur chaque disque parce que sinon ça va être une vidéo qui va durer des heures, comme d'hab. Le deuxième, c'est Clovenhoof. Donc c'est un groupe de Wolverhampton dans le Midlands. Alors désolé pour les prononciations des villes et des régions. Je vais avoir un peu de mal, je pense. Voilà, alors Clovenhoof, c'est pareil, c'est vraiment comme Angel Witch pour moi. Un peu cet album-là, c'est vraiment la quintessence un peu du son de la New Wave of British Heavy Metal. Là, pour l'anecdote, il y a quelques semaines, avec mon groupe actuel, on a partagé la scène dans un festival, hein, et donc j'ai eu l'occasion de pouvoir les voir en 2025. Alors, chose complètement improbable de se dire que ce groupe donc, qui a sorti son album en l'occurrence en 84, voilà, puisse encore exister. J'en ai vu quand même pas mal des groupes de cette scène-là qui existent encore. Et autant vous dire que c'est pas souvent fameux, et là c'était vraiment excellent. Enfin en tout cas c'était le mieux de ce qu'on pouvait espérer d'un groupe qui avait déjà au moins 40 ans d'existence derrière lui. Voilà, l'énergie était là, moi j'ai entendu les morceaux, ils ont joué beaucoup de morceaux de cet album là que je connais par cœur, et voilà, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment trouvé ça vraiment plutôt de bonne qualité, ouais. Et bon, pour vous décrire musicalement, c'est des morceaux finalement assez complexes dans la structure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de riffs successifs, mais tout est extrêmement efficace, tout est extrêmement on va dire en mode rouleau compresseur, quoi. Et voilà, ils perdent jamais de vue le côté un peu bourrin, en fait, voilà, tout simplement. Et donc, en parlant de bourrin, je vais vous présenter un de mes groupes chouchous, voilà, qui s'appelle Girls School. Alors, je pense que quand même désolé il y a beaucoup de soleil en ce moment, on va pas se plaindre. Donc,
Girls School, voilà, c'est vraiment un de mes groupes de cœur. C'est presque ce par lequel je suis rentré un peu dans la New Wave of British Heavy Metal. C'est un groupe constitué de membres uniquement féminins, qui est surtout connu, on va dire, de manière mainstream par le fait qu'elles ont fait un split avec Motorhead. Voilà. La petite anecdote, c'est qu'elles existent encore, et je crois que c'est le groupe uniquement féminin qui est le plus avec la plus grande longévité. Voilà. Et donc avec Girls School, on est sur on va dire un heavy metal très hard rock, très entre les deux, avec une sensibilité hyper mélodique, hyper catchy et très basique en fait aussi, voilà. Et que moi j'apprécie vachement dans la New Wave of British Heavy Metal. Praying Mantis, donc c'est un de leurs premiers 45. C'est un groupe qui a évolué vers un son un petit peu plus AOR sur la fin, que je goûte un petit peu moins, mais les débuts, et notamment ce 45 tours, il est vraiment dans les clous de la New Wave of British Heavy Metal. C'est un 45 tours avec un morceau de Fassa qui est éponyme du groupe, et ça c'est des petits plaisirs que un peu coupables, que j'apprécie particulièrement. Voilà. Il y a aussi un magnifique rond central si vous voyez, il n'a pas été cassé, avec vraiment leur logo qui revient. Voilà, Praying Mantis, c'est un peu comme tous ces groupes de cette scène-là, ils ont essayé d'avoir une identité visuelle assez forte, voilà, notamment avec donc leur mantle religieuse. Mais ouais, musicalement c'est ça, c'est aussi encore cette espèce de dans cette période-là de Praying Mantis, c'est vraiment une lente évolution vers un son plus heavy, mais où on sent encore les années 70. Un autre groupe sur lequel je ne vais pas m'appesantir, donc c'est Battle Axe. Voilà. Si vous voyez ça traîner dans un bac, c'est facile à trouver en France. Ça, c'est une des pochettes. Il existe cet album sous une autre pochette qui est mieux encore. Mais bon, celle-ci se trouve très facilement vous les trouvez dans des bacs à 5 balles, quoi. Et voilà, Battle Axe, ils ont un tube qui s'appelle Burn This Town, qui est vraiment un espèce de brûlot, New Wave of British Heavy Metal, qui se retrouve un peu dans toutes les listes. Ça, c'est un groupe qui s'appelle Tank, et donc ça, c'est leur premier 45 tours, Turn Your Head Around. Tank, ils ont une petite spécificité. En fait, dans le groupe, il y a un membre qui s'appelle Algie Ward, qui est un bassiste-chanteur, et qui a joué en fait dans les Saints, et qui a aussi joué dans les Damned. Donc ce gars-là, il est mort il y a quelques années, et je vous avoue que les décès de célébrités, je m'en fous en général. Mais là, j'ai quand même ressenti un petit truc, parce que c'est quand même un mec qui a joué dans 3 groupes majeurs pour moi. Donc Tank, qui est une espèce de digression un petit peu plus heavy autour du son motorheadien. Voilà, ça ressemble à Motorhead, mais avec un aspect un petit peu plus mélodique, un peu plus... avec un peu plus de hook dans les guitares. Alors, désolé pour les fans de Motorhead, je suis très très fan aussi, mais voilà, moi j'adore aussi Tank là pour cette spécificité là. Et Turn Your Head Around, si vous avez l'occasion de pouvoir voir le clip, il y a un clip qui existe, il est incroyable. Et là, voilà, ma version, j'aime bien aussi ce genre de petits détails. J'ai un espèce de sheet pour dire ce que j'en ai pensé dans le 45. Je pense que c'était leur manière à eux d'avoir des retours, des retours commerciaux, soit de la presse, soit des gens qui les écoutaient, quoi. Ensuite, donc là c'est un gros nom, Def Leppard. Donc Def Leppard, très vite, à partir de Pyromania, ils vont partir du 3e album. Ils vont vraiment,
s'associer à un son, voire même le faire naître, un son qui est extrêmement commercial, mais tout en étant de qualité, hein, voilà. Et les 2 premiers albums, donc On Through the Night et puis le deuxième High and Dry, c'est vraiment des albums très dans les clous en fait de la New Wave of British Heavy Metal. Et voilà, et j'ai particulièrement une affection pour celui-ci puisque je trouve que la production est encore très à l'ancienne et on n'est pas dans voilà, des sons de guitare très 80s comme il y aura plus tard à partir de Pyromania, qui est vraiment une production à un son typique de l'époque où, voilà, où ils utilisaient cette espèce de boîtier, le Rockman en fait, qui avait été développé par le guitariste de Boston, voilà, et qui a infusé un peu tout le son des productions de guitare de l'époque. À partir des années, on va dire des mi-80. Quartz, c'est vraiment un nom complètement obscur de la New Wave of British Heavy Metal. C'est un nom qu'on associe aussi à Black Sabbath, parce qu'en fait, il y a donc le guitariste de Jeff Nichols de Quartz, guitariste et clavier aussi, qui sera en fait clavier de Black Sabbath jusqu'à quasiment l'intégralité de la carrière de Black Sabbath. Peut-être même encore aujourd'hui. Je crois que Jeff Nichols est mort il y a quelques temps. Et voilà, et du coup, c'est un groupe de Birmingham, donc qui est aussi voilà, associé à Black Sabbath. Et notamment, bah, voilà, ce morceau, là, c'est un maxi 12 pouces avec seulement 2 morceaux, je crois, 4 morceaux. Non, 2 morceaux, voilà. Et Satan's Serenade, le morceau de face A, vraiment, c'est vraiment un riff extrêmement birminghamien, en fait, à mes oreilles. C'est vraiment la synthèse entre ce que développait déjà Judas Priest depuis des années, et puis Black Sabbath avec leur côté à eux, leur côté Quartz, voilà. Et je sais qu'il y a des fans en fait de Quartz, et moi je ne connais que les débuts, donc notamment ce premier maxi. Voilà, du coup le prochain, c'est aussi un gros nom en fait de la New Wave of British Heavy Metal, c'est Diamond Head. C'est un gros nom parce que Diamond Head, ils ont bénéficié d'un soutien de poids qui est le soutien de Metallica. En fait, je crois, d'après ce que j'avais vu dans une espèce de documentaire en fait, sur la New Wave of British Heavy Metal, qui doit toujours être visible sur Arte d'ailleurs, c'est que le batteur de Metallica, Lars Ulrich, s'était retrouvé un peu en Angleterre de manière... voilà, il s'était retrouvé coincé en Angleterre. Et le guitariste de Diamond Head l'avait hébergé de manière très sympathique. Et que, en fait, Lars Ulrich était déjà un gros collectionneur de New Wave of British Heavy Metal quand il vivait encore au Danemark, puisqu'il est originaire du Danemark. Et donc il a un peu rencontré cette scène-là à l'époque, voilà. Et pour les remercier, quand Metallica a eu été absolument énorme, ils ont fait une reprise de Diamond Head. Et ce que dit le guitariste, c'est que depuis qu'ils ont fait cette simple reprise, il n'a plus jamais eu à travailler de sa vie. Ce qui vous donne en fait le niveau de ce que peut brasser en termes de royalties et en termes de droits un groupe comme Metallica. Voilà. Et voilà. Et donc Diamond Head, c'est musicalement assez complexe en fait, je trouve, dans les structures, même voire dans les rythmes, dans les cassures, peut-être quelques rythmes même un peu hors du 4/4 quoi. On est un peu des fois peut-être un peu limite dans le ternaire ou des choses comme ça. En tout cas, c'est jamais c'est toujours assez surprenant, et cet album-là, Borrowed Time, c'est un petit peu différent du début, qui était beaucoup plus dans les clous de la New Wave of British Heavy Metal. Là, on est vraiment un peu plus dans un album concept, quoi, dans quelque chose qui brasse un peu plus que la formule de base.
Je vais finir par un groupe qui est complètement, pas anecdotique, parce que je trouve que c'est quand même un groupe de qualité. Donc c'est Château, voilà, avec ces 2 albums-là. C'est voilà, c'est un groupe qui est surtout connu pour être le premier groupe d'un membre de Grim Reaper et Onslow, en fait, qui seront des groupes qui apparaîtront un petit peu plus tard, en fait, dans les années 80, en tout cas pas Grim Reaper, mais Onslow, qui sont les premiers à avoir vraiment Onslow mixé le punk, le metal, le speed metal, le thrash, enfin vraiment une espèce de mélange assez inédit pour l'époque et que les Anglais connaissaient, enfin voilà, sont quand même un peu les précurseurs de tout ça. Et Grim Reaper, voilà, qui était un petit peu le groupe de transition entre Château et Onslow. Voilà. Et pas grand chose de plus à dire sur Château, sauf qu'ils ont quelques petits tubes. Et il faut aimer la prod, parce que là, pour le coup, la prod est extrêmement. C'est pas superbement bien produit. Voilà. Ok, alors on continue avec un autre bouquin là qui s'appelle Neat and Tidy, The Story of Neat Records. Alors, Neat Records. C'est un label qui est plus ou moins, je pense qu'on peut considérer Neat Records comme un peu l'inventeur, ou en tout cas celui qui a fait la promotion la plus forte de cette scène de la New Wave of British Heavy Metal. Donc si on s'intéresse à la New Wave of British Heavy Metal, forcément à un moment on passe par Neat Records, voire même c'est le passage un peu obligatoire. Donc ça c'est un bouquin qui est pas du tout une discographie, c'est vraiment un livre historique quoi, voilà, sur comment le label s'est formé. Et ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à la formation de ce label, c'est que les choses se sont faites un peu de manière par accident, on va dire. C'est pas comme le fonctionnement du punk à la même époque, ou un fonctionnement plus DIY, où vous voyez vraiment très indépendant. Et c'était des gens qui étaient vraiment déjà dans une démarche. Ils avaient leur label, ils avaient leur studio, ils avaient leur distributeur, tout était déjà préétabli. Un nom, donc Neat Records, qui était un nom un peu random qu'ils avaient inventé, je crois, au milieu des années 70. Ils enregistraient en fait des groupes qui n'avaient rien à voir avec le heavy metal à l'époque, plutôt des groupes de folk, et ils se sont mis petit à petit à faire la promotion en fait d'une scène locale. Donc en l'occurrence c'est à Newcastle que ça se passe, et donc il y avait une scène de heavy très très vivace à Newcastle, qu'on verra après avec les disques que je vais vous présenter. Et tout ça, voilà, les groupes allaient dans le studio, ils étaient produits, voilà, souvent les premiers groupes produits, les producteurs derrière la console étaient un peu pris au dépourvu. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau son ? Qu'est-ce que c'est que cette approche en fait du hard rock, ou voilà, plus agressive. Et donc c'est hyper intéressant de lire tout ça. Et ce qui est d'autant plus intéressant, je trouve, par rapport à Neat Records, c'est que c'est un label qui va connaître en fait son heure de gloire avec un groupe qui s'appelle Venom. Et Venom, j'aurais pas de disque à vous présenter là, puisque j'en ai pas. Et oui, j'en ai pas. J'ai pas de Venom. Alors dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je n'ai pas de Venom. J'ai pas réussi à en chiner en bon état. Et j'arrive pas à me mettre en tête d'acheter du Venom à 20 balles. Voilà. Et du coup, Venom, c'est pour moi une espèce d'ovni, mine de rien, dans l'état d'esprit, ou en tout cas dans ce que a développé au fur et à mesure de tous ces singles que Neat et ses albums, que tout ce que a produit Neat Records. C'était un groupe un peu à part. Parce que c'est vraiment un groupe dans la lignée du shock rock des années 70,
qui avait amené, qui avait pris Motorhead, poussé à un paroxysme tel que ça pourrait faire penser en fait à ces groupes de la première vague black metal européenne. D'ailleurs, c'est eux en fait qui inventent ce terme de black metal, tout cette espèce d'état d'esprit, en fait de cette imagerie du grimoire, de la sorcellerie, du satanisme, etc. Et Venom par là, en fait, voilà, ils sont vraiment dans la continuité du shock rock à la Alice Cooper. Et ils font partie avec Celtic Frost et d'autres de cette première vague à mes oreilles en tout cas. Et du coup, moi là, je vais vous présenter des disques sortis sur Neat Records et qui sont vraiment pas du tout, affiliés à ce son-là. Et c'est ça que je trouve assez intéressant par rapport à ce label, c'est qu'ils auront eu cette grande notoriété par rapport à ce groupe-là, mais qui a un épiphénomène au sein même de leur label. Voilà, leur label est beaucoup plus dans les clous d'un son New Wave of British Heavy Metal mélodique et accessible. Voilà. Et du coup, donc je vous montre cet album de White Spirit qui pour moi est un peu une entrée. Si vous êtes fan de Hard Rock 70s, si vous aimez par exemple, allez on balance les grands noms, Deep Purple, mais ça y fait vraiment penser parce qu'il y a vraiment énormément de claviers passés directement dans des amplis, comme Deep Purple. White Spirit, c'est ça, c'est vraiment cette espèce de chaînon manquant entre deux décennies, quoi. Voilà, on entend les années 70 et les années 80 sont déjà là en termes de guitare et de mélodie et de structure. Ouais. Et voilà, c'est un super disque ça, c'est vraiment excellent. Et du coup, Neat Records, c'est vraiment un label de singles. Donc là, je vais vous présenter un peu les singles, tout en vous donnant un peu mon avis sur ce qui se passe depuis une petite dizaine d'années là. En fait, ces singles-là, j'ai eu un peu la chance de pouvoir les prendre, les trouver, les acheter à un moment où tout le monde s'en foutait un petit peu. Et malheureusement, maintenant, aujourd'hui, les 45 tours de Neat, même les plus obscurs, même les moins bons, sont des disques au minimum à 40 balles. Et on parle même pas des gros noms que moi j'ai jamais réussi à me payer, qui tapent le 300 ou 400 euros. Et je trouve ça dommage parce que Neat Records, c'est pas un petit label dans l'absolu. C'est-à-dire que les disques qui sont sortis sur ce label-là ont été pressés à énormément d'exemplaires. Vraiment, a priori, ça engorgeait les disquaires et les bacs à 1 pound pendant des plombs parce que tout le monde s'en foutait et trouvait ça ringard. Et aujourd'hui, voilà, c'est devenu, comme ma vidéo sur la cassette, la bulle spéculative, fait que la plupart de ces titres-là sont complètement devenus des collectors et inaccessibles. Alors que bon, collector, ça veut aussi dire pas beaucoup d'exemplaires d'un disque, entre guillemets. Là, on est quand même sur des disques qui se trouvent assez facilement. Voilà, donc on va commencer direct dans le dur, par mon 45 tours, mon single et mon morceau préféré de la New Wave of British Heavy Metal, qui se trouve être sorti donc sur Neat Records. Voilà, vous voyez le logo, ou vous voyez pas d'ailleurs, qui est un pouce en l'air, comme ça. Voilà, le morceau s'appelle Roll the Dice, et c'est vraiment un pur tube. Ça fait penser musicalement, si vous connaissez un petit peu votre heavy européen, ça fait penser à un morceau un peu comme The Beast de Randy, ce groupe danois. C'est vraiment 3 minutes, tout près de l'os, ultra mélodique, ultra énergique, parfait. La pochette est pas ouf, mais je crois qu'il est encore pas très cher en fait, ce 45 mine de rien par rapport au reste.
Et c'est ça qui est la grande ironie du truc, c'est que c'est un pur tube. Pour moi, c'est le meilleur, mais c'est un des meilleurs en tout cas. Et il reste un peu complètement accessible. Avenger. Donc Avenger, ils sont de Newcastle aussi, donc voilà, c'était vraiment typiquement un groupe du coin. Too Wide to Tame, c'est encore l'exemple même voilà, c'est groupe à 45 tours avec une face A, une face B, un single quoi, un morceau sur chaque face. Pure tuerie. Beachy Scene avec un nom de groupe de merde, mais avec vraiment une esthétique à l'arrière vraiment que j'adore. Voilà, et avec un petit côté, je trouve, hyper cagneux dans l'interprétation, en tout cas de ce morceau là sur le 45, Always Ready for Love. Écoutez-le sur YouTube, hein. Il est très facilement trouvable. Et il y a vraiment un côté, on sent que c'est leur première expérience en studio, quoi, et que tout était en live. Parce qu'il y a des trucs qui sont pas trop ensemble et c'est ce qui fait l'ultra charme de ce genre de production à mes oreilles. C'est pas pour tout le monde. Tigers of Pantang. Alors, Tigers of Pantang, c'est c'est un gros nom du heavy, ou même voire du rock anglais en fait. Et ça, donc, c'est leur premier 45 tours qui était sorti en 82. En 79, voilà. Donc ça, c'est, je crois, peut-être le premier 45 tours réellement heavy metal qui a sorti NEAT en 79. Voilà, avec une pochette assez iconique, je trouve, assez cool. Il n'y a pas le nom du groupe dessus, ce qui est génial. Et là, il y a déjà, dans ce premier morceau, Don't Touch Me There, c'est pour moi la nomenclature du style. Voilà. Si vous voulez faire un groupe à la New Wave British Heavy Metal et que vous voulez le copier, vous prenez ce morceau et vous pouvez le faire. Pas aussi simple, plus simple à dire qu'à faire, comme on dit. Ensuite, voilà, Raven. Je trouvais ça intéressant de finir par Raven sur NEAT parce que Raven, c'est typiquement un groupe qui a pris la formule New Wave of British Heavy Metal, la formule NEAT, et qui l'a poussé dans ses retranchements, et qui est souvent considéré comme un groupe proto speed metal, entre guillemets. Donc il y a tapis de double, ça va à 2000 à l'heure. Voilà. Et donc ce 45 tours, qui est aussi un des premiers Seven sortis sur NEAT, ils voulaient mettre en place, je crois qu'ils voulaient mettre en place une nouvelle terminologie pour leur style. Ils appelaient ça de l'athletic rock. Athletic rock from NEAT, voilà. Et parce qu'a priori sur scène ils étaient tout le temps en train de courir et tout ça. Moi je les ai vus en 2020 ou quelque chose comme ça, il y a 5-6 ans. Ils courent moins parce que maintenant ils ont tous 70 barreaux, mais bon, il y a toujours beaucoup d'énergie. Je n'étais pas convaincu par le concert, hein, en l'occurrence, mais quand même, pour leur âge, c'était quand même plutôt pas mal. Et là c'est vraiment un gros brûlot de heavy rapide. Grosse tuerie, paroles bien prol, comme je les aime, bien anti-capital. Et ensuite, ils ont enregistré cet album-là avec le même producteur, qui se trouvait être en fait la personne qui était derrière le label NEAT Records. Avec, regardez-moi cette pochette incroyable avec tout leur matos en bordel comme ça. Et là, on est sur une grosse tuerie, ultra rapide, ultra énergique. C'est vraiment toute l'énergie du heavy anglais concentrée en un disque. Et donc, je finis sur NEAT avec cet album de Jaguar, Power Games. Donc Jaguar, c'est un groupe de Bristol. Et là, c'est sorti en 1983.
avec cette espèce voilà, d'artwork un peu typique de l'époque, avec les 4 photos, là, comme avait présenté le collectionneur dans sa vidéo. Il le faisait remarquer assez justement que c'était vraiment un impondérable en fait, de l'esthétique de l'époque. Et voilà, Power Games, c'est un album que j'apprécie énormément, où on est déjà aussi un peu comme Raven, alors moins extrême, sur une interprétation un peu speed des morceaux, et avec vraiment des tapis de double. Voilà, on s'est vraiment, dès 84, on s'était vraiment déjà dégagé un peu des influences 70s. Et donc pour finir, je vais vous parler donc de cette encyclopédie en fait qui s'appelle Made in France, en fait qui s'appelle 40 ans de métal 76-2016, qui a été écrit par Pascal Rascal Claire, donc du label Steel Shark, et aussi distro voilà, VPC. J'avais présenté en fait le coffret Malédiction qu'il a sorti avec le remix et le remaster. Enfin, Rascal fait un boulot complètement dingue sur tout ce qui est de la mémoire et voilà, de tout ce que la France a produit en termes de heavy metal. On pourrait penser que la France est un peu un pays pauvre de ce type de son dans les années 80, et c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, j'en veux pour preuve en fait cette encyclopédie qui est, bon, esthétiquement pas hyper jolie, hein, on est d'accord, mais qui est voilà, une bonne mine d'informations sur la moindre démo, la moindre cassette, le moindre 45 tours qui sera sorti à l'époque. Et en fait, voilà, le heavy français, c'est tout juste c'est tout juste en ce moment qu'il est en train d'être un petit peu défriché, en train d'être remis à la lumière, et à juste titre, parce qu'il y a vraiment énormément de choses de qualité. Et en fait, à l'époque, dans les années 80, il y avait quelques journalistes, quelques fanzineux en fait, qui s'étaient trouvés, qui avaient vu un intérêt en fait à promouvoir cette scène, et qui avaient voilà, commencé à publier à l'aide de margoulins, éditeurs mafieux notoires a priori, d'après ce que l'histoire en dit, avaient trouvé des fonds pour faire donc ce magazine qui s'appelait Enfer Magazine, voilà. Et je pense que bon, je vais pas vous montrer, mais bon, en l'occurrence j'ai réussi au fil des années à récupérer la collection. Et voilà, moi je me planche là-dedans hyper régulièrement, j'en prends un au hasard, je regarde, je lis les chroniques, je regarde les démos, les interviews qui sont, voilà, il y a des trucs qui sont nuls, il y a des trucs qui sont excellents. Et voilà, c'est un petit peu ma petite passion d'aller gratter dans ces vieux magazines. Et Enfer, c'était ça, c'était une porte... c'est vraiment le signe d'époque, vraiment. Quand on lit ça, plus le livre que je vous ai montré de Rascal, l'encyclopédie, c'était vraiment la preuve que c'était quelque chose de vivace, et que dans l'underground, avec quelques grands noms qui, eux, sont allés un petit peu plus dans le mainstream, entre guillemets, toute proportion gardée, hein, et ben voilà, on était sur vraiment une scène extrêmement active. Donc je vais vous montrer un peu les quelques disques. Alors je vais pas tout vous sortir parce que là j'en suis déjà quasiment à 40 minutes, ça prendrait beaucoup trop de temps. J'ai sorti un peu ce que je préférais. Donc High Power, c'est un groupe bordelais, voilà, qui donc comme pour la plupart des groupes français de l'époque, à quelques exceptions mais très rares, chantait en français. Voilà, encore cette arrière de pochette avec les photos rectangulaires et les titres, vraiment un peu l'impondérable esthétique de l'époque. Et c'est un disque qui est sorti sur Devil's Records. Donc Devil's Records, c'est un peu le NIT entre guillemets de France. Voilà, c'est un label qui a été là dès le début, un peu de l'émergence de cette scène française, et qui en a fait une promotion assez forte à l'époque. Voilà. High Power,
ce que j'aime, c'est que c'est à la fois musicalement extrêmement de qualité, mais c'est aussi des paroles. Là où peut-être que les Anglais auront un mélange entre des paroles assez ancrées dans le réel, mais aussi des paroles fantasmagoriques, ou alors entre les deux, ou alors voilà, juste des paroles un peu classiques rock, on va dire. Le heavy français avait cette particularité pour certains groupes d'être vraiment ancrés dans le réel, voire dans le dur. Et donc les paroles de High Power, elles ont cette particularité d'être extrêmement sombres et extrêmement assez déprimé en fait globalement. Voilà, la phase B commence par cauchemar, l'autre alcool, comme un damné, le morceau d'ouverture s'appelle Casse-toi. C'est vraiment des paroles assez revendicatives, ou en tout cas assez habitées quoi, globalement, voilà. Et bon, on va passer à l'autre. Voilà, ça c'est mon petit chouchou sur Divols. Je sais que souvent Divols Records, on va mettre en avant des titres un petit peu plus convenus, d'autres choses que je vous montrerai plus tard, comme Sortilège et compagnie. Mais moi, voilà, c'est vraiment celui-ci que j'avais chiné en premier il y a très très longtemps. Et j'en démords pas. Regardez, cet arrière encore, toujours le même. J'en démords pas, c'est vraiment génial. C'est vraiment, pour moi, dans le genre, j'ai pas tout écouté évidemment du heavy français, il y a encore des obscurités qui restent à découvrir, mais dans les grands noms, je pense avoir quand même bien balayé le truc, et je trouve que là-dedans, dans cet album, Le Gang des Seigneurs, il y a vraiment les meilleurs riffs de morceaux. En tout cas, moi, c'est vraiment les riffs qui me parlent à mort, en fait. Ça défonce. Ok. Qu'est-ce que je peux vous présenter après ? Voilà, alors je vais vous montrer des petits 45. Voilà, voilà. Le heavy français, c'est aussi, comme je vous disais, par rapport au livre de Rascal, c'est aussi beaucoup de démos et beaucoup de démos cassettes et beaucoup de petits 45 de groupes qui n'ont pas fait grand-chose, à part un Seven ou alors deux Seven, et ensuite se sont séparés, et sont partis dans les limbes. 38 tonnes en fait partie, voilà. C'est vraiment le groupe qui a sorti que de 45 tours, qui sont complètement introuvables, les originaux, mais heureusement en 2014, Mémoire Neuve s'était un peu attelé à rééditer pas mal de titres du heavy français de l'époque, et notamment il avait réédité donc cette démo de Ténèbres, et ça il l'avait sorti en 2011, voilà, 3 ans avant. C'est tout, voilà, des petits groupes en fait de l'époque, voilà, qui ont... Là, Ténèbres, c'était une démo cassette, comme je vous disais, et 38 tonnes, c'était vraiment 2,45 de l'époque. Ensuite, Predator, ça, c'est un truc qu'un ami m'a donné, qu'il a chiné en fait à Lyon, puisque c'est simplement un groupe lyonnais, voilà. Et pour moi, c'est vraiment la réponse. C'est un groupe de 1984 qui a uniquement sorti ce 45 tours. Et pour moi, c'est la réponse au label NIT, quoi. C'est vraiment une version classique de la New Wave of British Heavy Metal passée au tamis français, quoi. Avec encore un titre qui s'appelle Cauchemar et une phase B qui s'appelle Le Droit des démons. Avec des noms comme ça, c'est gagné d'avance, quoi. Et ouais, musicalement c'est vraiment une espèce de New Wave of British Heavy Metal avec un côté Iron Maiden, mais particulièrement cagneux, particulièrement amateur. Et voilà, c'est vraiment le genre de son que je kiffe, parce que ça me fait penser aussi un peu à cette approche du KBD, comme j'ai présenté sur une autre vidéo, Restez Focus. Ensuite, je vais vous montrer ce LP de Voodoo Child, qui est un groupe un petit peu inconnu au bataillon, et qui avait été réédité par l'Assassin Réédition par No Remorse, qui est un label grec,
et qui, voilà, malheureusement, je pense que même en France, c'est un peu un groupe anecdotique voire inconnu pour la plupart, alors que, voilà, le morceau Lucifer qui ouvre la face A de cette... ça, c'est une compilation, c'est pas vraiment... voilà, il y a des bonus tracks en plus, mais c'était un album à la base. C'est une tuerie, en fait. C'est vraiment... ça n'a rien à envier aux gros noms anglais, quoi, voire ricains. Donc voilà. Et c'est encore chanté en français. Et en parlant de groupes qui n'ont rien à envier aux ricains et aux anglais, parlons de Sortilège. Donc j'en avais déjà parlé un peu dans une vidéo précédente. Mais voilà, donc ça c'est leur deuxième album, Métamorphose, leur premier album, pardon, leur premier véritable album, puisqu'avant c'est un maxi. Et donc celui-ci est sorti sur Steamhammer, donc qui doit être un peu une espèce de, voilà, le label de Metal Hammer. Et Sortilège, c'est vraiment le groupe majeur, celui qui en tout cas a récolté le plus les fruits avec Trust, qui est absent de ma présentation, mais j'aurais pu vous en montrer parce que j'en ai pas mal, qui a récolté les fruits en fait du succès, de succès mineur, on va dire, puisque voilà, c'est un groupe qui reste quand même vraiment loin du mainstream, et voilà, et qui est adulé à l'étranger, quoi. En fait, c'est simple, hein, moi, à chaque fois qu'on part faire des concerts un peu à droite à gauche en dehors de France, en tant que groupe de heavy français, direct, la première référence dont on nous parle, c'est Sortilège. Voilà. Et à juste titre, puisque voilà, c'est un excellent groupe à l'époque, et ses albums, ça et L'Arme de Héros, et l'éponyme, le maxi éponyme, sont des grosses tueries. Voilà. J'arrive à dire tuerie 15 fois, donc il est temps que cette vidéo finisse. Je terminais avec un disque à présenter le collectionneur aussi dans sa vidéo, que je vous mettrai en lien en dessous, qui est Vulcain, donc, qui est considéré un peu comme, on va dire, le Motörhead français, ce qui est quand même plutôt une bonne définition. Et je voulais finir avec ça par rapport à une anecdote que j'ai. Il y a quelques temps, j'ai fait une exposition avec France Bizarre, et une exposition de pochettes de disques. Enfin voilà, il y avait un peu, il y avait une thématique, il y avait voilà, un peu toutes les bizarreries françaises que j'avais chinées, mais en même temps il y avait aussi un état d'esprit de présenter voilà, l'indépendant, l'aspect artisanal, voilà. Et ça se faisait dans un infoshop, notre infoshop en fait local, là, qui s'appelle La Lutine. Et un jour, voilà, j'étais présent au truc et tout, et je vois à l'intérieur de la lutine quelqu'un qui regardait un peu voilà, l'exposition. Et j'étais... donc je suis allé lui parler, quoi. Et cette personne-là m'a dit, ah ben moi-même je faisais des pochettes de disques en fait il y a longtemps. Moi, j'ai fait des petits trucs pas très intéressants, des trucs qui t'intéresseront pas. Et du coup, je lui dis, ah bon, bah vas-y, dis-moi, par hasard. Et en fait, la personne m'a dit, ah bah c'est moi qui ai fait les pochettes pour le label Devil's Records, donc d'Attentat Rock, de Vulcain. C'est moi qui faisais les comics dans Enfer Magazine, voilà. Et du coup, donc j'ai rencontré à ce moment-là cette personne qui s'appelle Eric Stallner, et qui est aujourd'hui un dessinateur, voilà, qui est plutôt dans la ligne claire, alors j'espère ne pas me tromper, mais en tout cas, voilà, qui est devenu un dessinateur assez connu dans le milieu, voilà, et qui, à ses balbutiements, quand il avait 15-16 ans, faisait ses pochettes, et il était absolument, voilà, au moment où moi, il m'a présenté ça, il m'a dit que, voilà, il était l'auteur de ces pochettes-là. Je lui ai dit à quel point c'était important esthétiquement pour les gens qui aimaient ce style de musique. Et lui, il était sur le cul. Voilà, il ne revenait pas que lui, ce qu'il considère comme vraiment un truc un peu naïf de sa jeunesse, puisse soit devenu culte, en fait, tout simplement, aujourd'hui. Et donc, c'est marrant, voilà, de voir à quel point chacun trouve
trouve voilà, sa dynamique, sa niche dans ce type d'artwork qu'on peut peut-être lui-même considérer comme naïf, mais que moi, à mes yeux, j'aime particulièrement et qui sont des marqueurs, voilà, je sais que quand je gratte un bac à solde et que je trouve des pochettes comme ça, je sais exactement quelle musique je vais y trouver. Voilà. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et ça marche pour beaucoup de musiques différentes, que ce soit le prog avec voilà, des scènes un peu fantasmagoriques, des montages un peu étranges, la musique psychédélique qui va souvent renvoyer à des thématiques esthétiques un peu voilà, un peu précises, ou le punk, voilà, qui a son identité propre aussi, visuelle. Voilà. Donc c'était hyper intéressant de rencontrer cette personne et surtout de constater l'humilité et la sympathie vraiment qui émanait de lui. Et, vraiment quelqu'un d'assez cool. Voilà. Eh ben, j'espère que cette vidéo extrêmement longue va vous plaire et que vous n'aurez pas abandonné avant la fin. Voilà, bah écoutez, en espérant que je refasse une vidéo vite derrière, parce que j'ai perdu un peu la vista, là, un peu le mojo pour faire enchaîner les trucs d'une semaine sur l'autre. C'est une période un peu compliquée, un peu intense pour moi. Donc voilà, j'ai trouvé une petite heure pour faire celle-ci et j'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, restez focus et restez bizarre.